Vous écoutez le Single Cast, l'émission qui parle de rhum sans gueule de bois, toutes les 2 semaines sur iTunes et Spotify. Bonsoir mesdames et messieurs, vous écoutez le Single Cast, le podcast qui parle de rhum sans gueule de bois. Je suis avec Laurent Cuvier, l'homme à la poussette, Rogy Caroni, notre cher blogueur belge, et Géry Gitani, notre spécialiste en rhum, tout simplement. Spécialiste en tout. Un spécialiste en tout, voilà, qui est à l'origine de tout. Pour ce single cast, et aujourd'hui, nous allons parler, comme on vous l'a dit il y a 2 semaines, de concours de dégustation organisés lors des différents salons ou pas. Enfin voilà, il y a différents concours qui sont organisés. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que c'est du marketing? Est-ce que c'est complètement bidon? Nous allons en parler, mais avant ça, nous allons d'abord passer aux news de notre cher Roger. Roger, nous t'écoutons. Bonjour à tous, donc quelques news avant le Rhumfest, donc c'est toujours aussi léger que la fois passée, mais les Rhum Mount Gay ont fêté leurs 317 ans fin février et ils nous proposent de nouvelles choses sans être de grandes révolutions. En gros, les Black Barrel et les XO restent, mais le blend a changé, donc les recettes ont été légèrement modifiées. J'imagine qu'on ne passe pas du coq à l'âne, mais il y a quand même un petit peu de révision. Alors, est-ce qu'on sait ce qu'il y a dans les nouvelles recettes? Non. On a plus de détails ou pas du tout? J'ai vu ça sur leur compte Facebook, donc c'est très... D'accord, c'est très superficiel pour l'instant. Voilà, on sait juste que ça va changer. Après, alors précisons quand même 317 ans pour la distillerie la plus ancienne encore en activité. Voilà. Et donc, Mount Gay qui participe avec Foursquare et l'eau distillerie pour l'IG de la Barbade contre, entre guillemets, Werd. Saint-Nicolas-Abbaye. Voilà, Saint-Nicolas-Abbaye. Voilà, c'est ça. Depuis quelques semaines, on voit beaucoup de nouvelles machines se remettre en route en Martinique. Donc, ils sont en train de... Ça repart chez certains. Ça va bientôt partir chez d'autres. Donc, les cuvées 2020 se dessinent et il semble que les récoltes soient de qualité d'après les premiers échos qu'on ait pu voir. Donc, on verra. Martinique toujours, l'habitation Beau Séjour est une nouvelle distillerie dans le nord de la Martinique. Elle paraît être en place et le 1er jus vient de sortir. Donc, j'imagine que d'ici quelques mois, on pourra déguster d'abord sur l'île et puis probablement en métropole, voir un petit peu ce que ça donne. Ça reste assez petit, j'imagine. Donc, on verra les volumes, on verra ce qui sera prévu pour nous ou pas. Et pour la Jamaïque, l'Appleton Estate 8 ans Special Reserved est de retour apparemment avec une nouvelle recette aussi. Ça reste un Appleton 8 ans, c'est pas le truc le plus fou de la planète, mais c'est toujours sympa, c'est de la qualité, c'est authentique et ça peut faire des cocktails à mon avis très sympas. Et une refonte au niveau de leur packaging aussi, il me semble, non? Oui. Le design, je pense, des bouteilles du 21 ans, un peu plus qu'avant. Le design est un peu vieillot. Donc c'est bien qu'Appleton se remodernise. Il me semble que j'ai vu passer aussi un 23 ans exclusif pour la distillerie. Oui. Mais bon, là, c'est déjà plus compliqué à choper, quoi. Donc voilà. Il faut aller sur place. Il faut aller sur place. Donc, voilà, on va t'envoyer comme correspondant en Jamaïque. Voilà. Avec mon anglais, ça va être magnifique. Ok, parfait. Nous te remercions, Roger. Et nous allons donc passer au sujet du jour. Les concours de dégustation, est-ce que c'est du marketing? Est-ce que c'est quelque chose de sérieux? Ou est-ce que c'est complètement bidon? Messieurs, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que chacun d'entre nous ici a au moins une fois fait partie d'un jury dans un concours, certains plus que d'autres, mais cela n'empêche qu'on a peut-être un avis complètement différent sur la question. Géry, dis-nous. Les concours... Non, je pense que ça dépend d'abord de quelle institution, ou quel salon, dans quel pays le concours a lieu. Mais je crois que à l'origine, les concours ont pour but donc de sélectionner des livres dans une certaine catégorie, un type de rhum. Le jury, comme vous le savez tous, il va déguster à l'aveugle. Et a priori, c'est pas bidon pour employer le terme que tu avais utilisé. Il y a des concours qui sont plus ou moins sérieux par contre. Et là, on va en discutant. Voilà, je crois que chacun de nous a participé.
Je pense qu'il y a plusieurs points qui sont à chaque fois remis en cause lors de ces concours-là. C'est tout d'abord les catégories. Très important. C'est-à-dire que tous les produits ne sont pas comparables entre eux et ne peuvent pas être comparés entre eux. Donc, bien évidemment, le tout est fait dans des catégories qui sont le plus souvent fixées par l'organisateur du concours et auxquelles les producteurs doivent se plier. Alors ensuite, il y a le fait, est-ce que c'est les producteurs qui vont décider d'intégrer leurs produits dans une certaine catégorie ou est-ce qu'ils donnent juste leurs produits à l'organisateur et lui va les répartir dans les catégories que lui pense les plus plausibles. Donc il y a ça. Ensuite, il y a les conditions de dégustation dans lesquelles vont se passer les dégustations à l'aveugle. Pareil, est-ce que c'est avec de la nourriture, j'en sais rien, dans des verres propres, dans des verres à pied, dans des verres à ballon, enfin voilà. Il y a toutes les différentes conditions. Est-ce que ça se passe dans un temps plus ou moins large, c'est-à-dire que c'est toujours difficile de déguster 200 rhums en 5 heures de temps, ou est-ce que le tout va être fait en plusieurs étapes sur plusieurs jours. Le jury, bien évidemment, le jury est souvent remis en cause. Qui sont les différents juges? Est-ce que ce sont des professionnels? Est-ce que ce sont des amateurs? Est-ce qu'ils s'y connaissent ou pas? Et je pense que tous ces points-là sont régulièrement remis en cause un peu par le public, déjà de 1, parfois même par les producteurs, souvent par frustration, quand ils perdent, mais ce sont des choses qui arrivent. Et voilà, donc il y a un paquet de points qu'il faudrait peut-être éclaircir lors de ce genre de choses. Bien évidemment, organiser ce type de concours n'est pas chose facile, je tiens quand même à le préciser, pour être passé par là, et avoir vu les deux facettes de ce petit jeu. Mais voilà, je voulais quand même avoir votre avis. Je ne sais pas, Laurent, dis-nous, qu'est-ce que tu en penses, pour avoir fait partie justement de différents jurys? Alors, en effet, j'ai pu comparer entre guillemets quelques salons différents et avec leur concours attachés. Encore il n'y a pas si longtemps, il y avait le concours général agricole des rhums, je crois que j'ai dû le faire pour la 4e fois, ça fait pas si longtemps que ça que je le fais. Le Rhumfest, qui a eu son concours également pendant de nombreuses années, même si pour l'instant là il est en pause. Voilà, chaque concours va avoir des critères différents, que ce soit au niveau des catégories, que ce soit au niveau de la sélection des jurés, que ce soit au niveau de la durée sur laquelle ça va se passer, du nombre de choses à déguster. Et tout ça fait que ça peut être un beau bazar, entre autres pour le consommateur in fine, pour s'y retrouver. C'est-à-dire qu'il va voir un label sur une bouteille. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'en sait rien. Il va voir une marque qui va communiquer sur Facebook parce qu'ils viennent de recevoir un magnifique trophée en Moldavie orientale. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est critère de qualité ou pas? Donc, c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Et moi, je pense que, évidemment, il faut un grand sérieux, j'allais dire un minimum de sérieux, mais non, il faut un grand sérieux des organisateurs. Et ce qui me semblerait presque aussi important, j'allais pas dire, enfin presque si ce n'est plus, mais c'est la transparence maximale. Alors on retombe un peu sur notre sujet de transparence il y a quelques temps, mais encore une fois, pour moi, il ne peut pas y en avoir trop de transparence. C'est-à-dire qu'un truc qui revient souvent, par exemple, c'est, OK, on a la catégorie des rhum de mélasse de 3 à 6 ans, pas brut de fût, j'en sais rien. D'accord, on voit le palmarès. J'aimerais savoir quels sont les autres rhums qui ont participé. Et ça, par exemple, c'est une info qui paraît assez basique parce que ça permet justement de se repérer par rapport aux autres. C'était un concours, donc on s'attend à un classement et pas peut-être juste un vainqueur ou un podium avec trois rhums. Donc c'est le genre de choses qui me semble extrêmement important. Après, indiquer peut-être quels sont les jurés. Voilà. Mais après, il y a un truc qu'il ne faut pas perdre, qu'il faut garder à l'esprit, c'est quoi le but d'un salon et même c'est quoi le but de chaque salon, parce que je pense que chaque salon n'a pas le même objectif. Salon, concours, pardon. D'un concours. Ouais, concours. Par exemple, le CGA, concours général agricole, du salon de l'agriculture à Paris, ça va être que avec des produits français, premièrement, et puis deuxièmement,
c'est vraiment pour aider le grand public à s'y retrouver en rayonnage, grosso modo. Parce que là, il y a un sticker, et maintenant les gens l'ont en tête, ils savent à quoi ça ressemble, ils peuvent l'associer à un vrai gage de qualité, etc. Du coup, les jurés qui sont très très nombreux quand même, parce que tout se passe en 2 heures de temps, en gros, et du coup, les jurés viennent d'horizons et ont des expériences très diverses. Mais du coup, c'est pas mal, peut-être dans l'objectif de ce concours, qui est justement d'aider le grand public à s'y retrouver. Ce serait que des professionnels. Alors, ouais, c'est pas mal. Je peux te couper un peu. Bien sûr. Oui, c'est vrai que je parle beaucoup. Sinon, l'émission a duré très longtemps. Alors, c'est pas mal, oui et non, parce que quand tu es au concours général agricole, que tu te retrouves sur une table, puisque les tables, c'est des catégories, c'est-à-dire tu vas te retrouver sur une table où tu vas avoir les rhums de 40 degrés blancs agricoles, non arrosés par exemple, puisqu'ils font la distinction au CGA, ouais. Ce qui pose d'ailleurs qui fait un peu polémique. Tu vas te retrouver sur une table avec des néophytes, c'est bien, mais tu vas te retrouver sur la même table avec un producteur. Et le producteur, il va influencer les autres. C'est vrai. Donc, c'est pas la meilleure formule non plus. Faut non, faire attention. Bonne remarque sur les. J'avais pas pensé à ça. Alors, j'ai eu le cas personnellement. Bien sûr. Alors, je pense que et fait abstraction de tes rhums, et là, on est en train de juger autre chose. Bien raison. Alors, je pense, est-ce que de manière générale, les producteurs ont leur place parmi les juges? Pour ma part, je ne pense pas. J'aurais tendance à dire que non. Ce sont des choses qui se voient, notamment au CGA, ou encore voilà. Allez, un cas très extrême qu'on a pu vivre avec Jerry, je ne sais pas si tu t'en souviens, c'était d'avoir un organisateur de salon qui est également producteur et qui est organisateur de concours et qui fait président du jury et juge en même temps et qui finalement se retrouve avec une double médaille d'or à la clé. Ouais, je sais pas si c'est vraiment la meilleure façon de procéder et déjà si c'est vraiment une façon pour rester crédible en fait, parce que non seulement il discrédite son concours, il discrédite ses produits, mais également les autres médailles, les autres médailles et les juges, autres juges également, les autres juges présents. Voilà. Moi, je vois pas le problème. Et si dans ses multicasquettes, il repâche les Smiths, je veux bien lui demander. Tu veux bien participer? C'est gentil. Un homme très occupé. Bon, ça va, il y a plus salon, donc tu pourras pas y aller. Ah merde. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui revient de temps en temps aussi, c'est certaines catégories qui pourraient se retrouver très pauvres en concurrent, comme disait Laurent. À côté de ça, les concours sont basés le plus souvent sur le fait que ce soit les producteurs qui s'inscrivent pour une certaine catégorie ou pas. Parce que si on devait goûter tout ce qui existe, c'est juste impossible. Donc, quand on dit que certains organisateurs de concours devraient acheter des références et les mettre dans le concours, à quel moment est-ce qu'on s'arrête? Parce qu'il peut y en avoir un fameux paquet quand on parle de rhum blanc de Mélin à 40%, entre 40 et 50%. Parce qu'à partir du moment où on achète, déjà en tant qu'organisateur, on fait un choix. Déjà. C'est-à-dire qu'on fait déjà une première sélection qui est basée sur quels critères. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pour exemple, le concours de la meilleure bière. Ici en Belgique, on est un petit peu plus attaché à ça. C'est vrai que les concours des meilleures bières, il y a vraiment très peu de brasseries qui s'y inscrivent au final. Donc on se retrouve des fois avec des bières que personne ne connaît qui ont effectivement gagné parce qu'ils étaient tout seuls de leur catégorie ou deux. Donc effectivement, c'est là que c'est intéressant, comme disait Laurent, d'avoir une certaine transparence. Parce que voir meilleur rhum XO Martinique, ouais, s'ils sont deux, évidemment, c'est un peu plus délicat, quoi. Si tout le panel est représenté, c'est là que ça devient intéressant. Mais alors là, il faut que tout le monde joue le jeu. Mais c'est pas toujours évident de rassembler tout le monde. Encore plus quand on part sur des catégories qui sont multi-pays, entre guillemets, les rhums de mélasse de type anglais. Aller rechercher tous les rhums de mélasse de type anglais, c'est quand même un doux euphémisme. Mais du coup, c'est compliqué comme concours. Parce que c'est pas toujours le meilleur qui va peut-être gagner. C'est un peu comme la Coupe du Monde de football, si vous voyez ce que je veux dire. Non, on voit pas, non. c'est en effet le meilleur de ceux qui décident finalement de bien vouloir se présenter. Jerry. Voilà. Oui, je voulais revenir aussi sur ce que tu disais, Benoît. Je crois que les conditions du concours en elles-mêmes, le choix du jury, les conditions du concours. Et moi, je trouvais que la formule du concours de Rhumfest Paris était très intéressante parce qu'il y avait une
une présélection avec des passionnés ou des amateurs de rhum. Et ensuite, une fois les produits présélectionnés, il y avait un jury qui faisait la sélection finale avec des gens un peu plus professionnels ou des dégustateurs professionnels. Et je trouvais que c'était une formule intéressante. Parce qu'en plus, ça se passait dans le même lieu, ce qui, apparemment, dans leur nouvelle formule, sera un peu différente et qui me gêne un peu que chacun déguste, comme disait Benoît, Laurent, peut-être l'un sur son balcon, l'autre dans sa cuisine, oui, etc. Voilà, parce qu'il faut préciser les conditions de la nouvelle version qu'ils proposent, c'est donc que chacun déguste chez soi, en fait. Ah, c'est compliqué. Voilà. Donc, on ne déguste pas dans les mêmes conditions, parce que rien que par le fait qu'on ne soit pas dans le même lieu, peut-être que quelqu'un, effectivement, dégustera quelque part où on vient juste de cuisiner une raclette ou pas. Ouais. Je suis d'accord, Jerry, le Rumfest, le concours du Rumfest, moi je le trouvais pas mal aussi, les Rumfest Awards. Et même si il demeurait pas mal de rhum à déguster à l'heure, on va dire, mais c'était quand même en tout, entre les présélections et la finale, si je ne dis pas de bêtises, c'était quand même sur 5 jours entiers. Ça donnait du temps. Alors oui, bon, c'est sûr que sur une journée, il fallait parfois en déguster, je sais pas, une quarantaine. Ça reste un beau petit exercice, mais je le trouvais bien foutu, ouais, je suis d'accord. Je pense de toute manière qu'à ce niveau-là, en termes de temps, on ne fera jamais mieux que les Martinique Rhum Awards où il a fallu en couper 120 en 5 heures, c'est ça ? Mon palais vient de se réveiller. Le German Rumfest, c'est pas mal non plus. Hein. German Rumfest, c'est pas mal non plus. Pas mal non plus, hein, puisqu'on en fait peut-être 80 par jour. Ça se passe sur 2 jours et on en fait 80 par jour en l'espace de 6 heures à chaque fois. C'est beaucoup, quand même. C'est beaucoup. Donc ça va très très vite. Très vite. Et après, par contre, les gens qui sont autour de la table sont des gens qui sont habitués à ce genre de débit. Voilà, ce ne sont pas des néophytes. Je te rejoins, Jerry, quand même. Je veux revenir sur le concours général agricole. C'est sans doute le plus visible, malgré tout, en France, au niveau des médailles, qui a la plus grosse publicité et l'outil de communication derrière. C'est vrai que, et tu avais raison de le souligner, quand tu es à une table, alors indépendamment de la présence de producteurs ou non, qui est vraiment discutable, pour le coup, je suis d'accord, on peut se retrouver à une table, parfois, avec des débats qui peuvent être un petit peu compliqués, où on peut avoir une grande gueule, et la grande gueule va vouloir absolument... Ouais. Et comme dans la plupart du temps, tu vas avoir des gens qui sont un peu plus timides, un peu plus réservés, qui ont des doutes en leurs compétences, etc., ils risquent de s'écraser ou de se mettre... voilà. Donc ça, c'est un peu compliqué. C'est vrai que c'est un aspect du concours aussi qui le rend discutable. Ouais. Et quand tu dis que quelqu'un va s'écraser, j'ai jamais fait ce concours-là, mais non, c'est-à-dire que ce que veut dire Laurent, c'est qu'à la fin de la session, il y a discussion entre les membres du jury et un président de table en fait. Donc, si le président de table, c'est un mec qui, ou même, c'est-à-dire la catégorie doit se mettre d'accord. Un autre qui n'est pas président mais qui a une grande gueule, comme dit Laurent, qui peut influencer des néophytes qui ne seraient pas sûrs d'eux, même s'ils ont pas l'addition des points, quoi. C'est la table qui décide. Voilà. C'est-à-dire que ce ne sont pas des scores individuels. Là, par exemple, effectivement, sur le coup, je trouve ça un peu foireux parce qu'effectivement, il y a moyen de vite se faire embobiner si on n'a pas le recul ou l'assurance, comme disait Laurent. Alors, un truc qu'on va trouver dégueulasse, si tout le monde le trouve superbe. Voilà, quoi. Alors, si à ça, tu rajoutes le fait que le producteur est également sur la table. Et qui est président. Et voilà. Je vais même en rajouter une couche, puisque dans ce concours-là, on remet des médailles. Alors, je crois qu'il y a un ratio à respecter. C'est-à-dire que s'il y a 6 roms qui concourent, on ne peut pas mettre 12 médailles, ça c'est sûr. Mais on peut choisir de ne pas mettre de médailles. On peut choisir de ne pas mettre de médailles du tout. Oui. C'est la première chose. S'il n'y a rien qui, d'après les jurés, sortent du lot, on peut ne pas mettre de médailles. On peut décider qu'il y en a un qui est quand même un peu moins mauvais que les autres. Hop, on lui donne une médaille de bronze. C'est possible aussi. Et moi, je me rappelle sur d'autres éditions avoir eu des... Alors, c'était marrant parce que il y avait des producteurs à la table. Ce n'étaient pas des producteurs de rhum, mais des producteurs d'autres produits, comme on en voit assez régulièrement, même pas forcément des boissons. Et eux, par exemple du pâté, et eux disaient non, c'est le but de ce concours, c'est justement d'aider les producteurs. Du coup, il faut mettre le plus de médailles qu'on peut, des médailles d'or,
pour que ça puisse aider les producteurs, etc. Ce qui n'est pas du tout mon état d'esprit quand je suis sur un concours, évidemment. C'est pas du tout le but, effectivement. Non. Mais je comprends quand même l'idée qu'un producteur puisse donner dans ce sens-là, effectivement. Moi, je peux comprendre qu'ils veuillent faire ça. Maintenant, je ne comprends pas qu'on laisse faire ça. Parce que sinon, ça devient un peu armée mexicaine avec tout le monde qui a 14 médailles. Quoi. Non, ouais. Oui, c'est-à-dire que tu peux avoir 2 médailles d'or, je sais, c'est selon un nombre de points, mais tu peux avoir, on a eu des tables où on n'a pas eu de médaille aussi, parce qu'on avait jugé que c'était pas, la qualité n'y était pas. Après, de toute façon, je pense que dans le rhum, aujourd'hui, si on fait un tour d'horizon rapide, il ne reste plus... Enfin, le nombre de concours, à un moment donné, il y en avait vraiment beaucoup, chose qui pouvait éventuellement également poser problème, parce qu'on va commencer à comparer les résultats des différents concours entre eux, et on voit qu'il y a des discords... Vraiment des trucs complètement farfelus qui ont leur raison également, ne serait-ce que parce que les produits ont concouru dans un concours et pas dans l'autre, ou bien parce que tel produit est disponible dans tel produit et pas dans tel pays et pas dans un autre. Enfin voilà, les juges n'étaient pas les mêmes, etc. Mais on voit quand même qu'avec le temps, j'ai l'impression, le nombre de concours dans le rhum, je précise, a diminué. Je prends l'exemple. Alors, je ne sais pas si le concours en Italie à Rome existe encore. Mais je ne pense pas. Je suis sûr que l'année dernière, non. Non. En Espagne non plus. Il n'y a plus de salon. Il n'y a plus de salon. Londres n'a, je crois, jamais eu de concours. Si, il y a eu un concours, mais ils ont arrêté. Il y a eu, oui. Voilà. Miami, pareil. Donc finalement, il reste Paris, il reste Berlin. Paris, même pas en ce moment, du coup. Et Paris, effectivement, même pas en ce moment. Donc, il reste celui de Berlin et je crois que c'est tout, en fait. Enfin, là, dans l'immédiat, j'en ai pas d'autres qui m'arrivent en tête, mais après, il y a d'autres concours, par contre, qui se vont voir. Il y a le concours, comment il s'appelle ? Top Rome, c'est ça ? Ouais. Voilà. Je sais pas si Géry veut en dire un mot. Géry, on t'écoute. Non, Géry, on t'écoute. Moi, j'ai jamais participé, donc je peux pas en parler. Je n'y ai jamais participé non plus, donc je sais pas. Mais voilà, mais j'ai participé une fois. J'ai participé la première année, je crois, ou la seconde année. Pour d'expérience. Et c'était clairement le début. Voilà. D'accord. Oui, Géry. Oui, je voulais juste apporter une petite précision. Quand je disais, par exemple, quand on parlait du Rhum Fest Award, c'est vrai que la sélection finale est faite souvent avec des juges étrangers, des personnalités qui s'y connaissent. Et souvent, on peut entendre dire « Ah oui, mais ils n'ont pas les mêmes goûts que nous, etc. » Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'à ce niveau-là, il y a très peu de distorsion au niveau des résultats. Même si chacun on a nos goûts, on se retrouve généralement au niveau des résultats à classer, avoir des classements très proches. Il y a des petites différences, mais il n'y aura pas de distorsion, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas un juge qui va donner une mauvaise note et un autre qui va donner une bonne note sur un même rhum. Et c'est ce qui est intéressant, voilà, que je trouve intéressant dans le cas du Paris Rhum Fest Award. C'est parce que là, tout simplement, malgré une différence de culture et de goût peut-être culturel, on reste quand même dans un cadre professionnel de spiritueux avec des professionnels qui, pour le coup, arrivent à juger un produit pour ce qu'il est. Et ça, peu importe son origine. Et d'ailleurs, ces juges-là ont pendant longtemps été plus ou moins les mêmes qu'on retrouvait dans les différents jurys, à gauche à droite, dans les différents concours. Je reprends l'exemple de Berlin, en Allemagne, où effectivement, ce sont... Allez, on va dire que 70% des juges qui sont dans le concours à Berlin étaient également dans le concours à Paris. À Paris. Dans le jury à Paris. Donc voilà, donc à quelques personnes près, ce sont plus ou moins les mêmes. Alors après, la question pourquoi les résultats ne sont pas les mêmes, alors comme je le disais, souvent ce sont parce que les produits présentés ne sont pas les mêmes, tout simplement. C'est pas forcément les mêmes catégories en plus. Et pas forcément les mêmes catégories. Les catégories, pour le coup, d'un concours à l'autre sont complètement différentes. Voilà, c'est ça. C'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'avais trouvé pas mal dans les dernières éditions du Rhum Fest Awards auxquelles j'avais participé, parce que les catégories avaient été ajustées parfois d'une année sur l'autre pour essayer de vraiment d'avoir des catégories qui font plus sens. Et je me rappelle que sur la fin, si je dis pas de bêtises, il y avait des regroupements également par degré d'édulcoration.
avec des mesures de alors sur si il y avait des mesures de grammage de sucre par hectolitre machin pour essayer de rassembler un peu les produits sucrés ensemble, etc. Or évidemment arrangés qui étaient eux dans une catégorie avec les ponches, etc. Le souci, c'est que comme on n'a pas, et ça c'est un problème qui reviendra forcément, comme on n'a pas de réglementation internationale, ne serait-ce que sur la catégorisation des rhums de manière générale, on aura du mal à créer des catégories pour un concours. Si on avait éventuellement une trame qui est respectée par tous, à ce moment-là, on pourrait éventuellement adapter les catégories des concours à cette trame-là. Mais comme ce n'est pas le cas, chacun fait un peu à sa sauce. Oui. Et en fait, du coup, le Rumfest Awards était fait à sa sauce, mais à la sauce française. C'est fait en France, c'est le Salon de Paris. Donc, ces rhums-là étaient catégorisés par, je pense, les organisateurs, par catégorie, avec les différents aspects, quoi. Mais alors, en fin de compte, quand un produit gagne ce genre de concours, donc c'est bien beau, etc., mais par la suite, qu'est-ce qu'il en retire ? Parce que oui, c'est un concours, mais rarement il y a quelque chose à gagner. Je veux dire, si ce n'est que la renommée, l'image. Il y a, oui, des fois peut-être une médaille, un truc. Ça dépend s'il exploite les médailles d'un point de vue marketing aussi. Voilà, sur l'autorité pour la marque. Les marques sont toujours très, très contentes d'avoir des médailles. Et puis c'est vrai que c'est au niveau de, je veux dire, du consommateur qui connaît pas très bien, le fait d'avoir une médaille, il va se dire c'est que quand même il est bon. Il n'a pas une médaille, même si c'est pas le meilleur, il est quand même bon. Donc c'est pour ça qu'on retrouve sur certains vieux embouteillages même encore des médailles datant de 1865 ou j'en sais rien. Même chez les rhums agricoles ou quoi que ce soit. On en voit encore. Martinique a des médailles de 1960 gagnées en Belgique. C'est un gage de qualité. Voilà. C'est le genre d'anecdote, il n'y a que Jerry qui peut savoir ça. Il a fait partie du jury, en fait, c'est pour ça. Il le présidait à l'époque. C'était à son époque belge, parce que Jerry a été belge tout un temps. Critères de qualité, Roger, je ne sais pas. Tu viens de nous dire que la Belgique, c'était la bière. Alors, je ne sais plus, je suis perdu. On aime tout ce qui est bon, c'est ça. Bon, on enchaîne. Je propose d'enchaîner sur le conseil dégustation de notre cher Laurent. Oui. Alors, à la dernière émission, je vous parlais de l'environnement un petit peu et d'essayer de le maîtriser, on va dire, environnement externe. Et là, je voulais plus parler, même si ça veut rien dire, d'environnement interne. J'invente des trucs. Avoir une gastro, quoi. Je sais pas ce que tu bois, mais moi, ça va. Alors, là où je veux en venir, c'est de la même manière qu'il vaut mieux pas déguster à côté d'une pièce où vous avez mangé la fameuse raclette au cassoulet. Bouillabaisse, merci. Bouillabaisse, et ben c'est pareil, il vaut mieux pas déguster un rhum après avoir vous-même mangé une tartiflette choucroute. Il faut essayer d'éviter parce que évidemment les papilles vont être complètement altérées par certains types d'aliments. Moi, je sais que si je mange quelque chose avec des oignons dedans, je sais que ça va être plus compliqué. L'ail, c'est un peu pareil. Voilà. Donc, il y a évidemment des trucs tout bêtes. Ça, c'est au niveau du palais. Et le nez, ça paraît bête à dire, mais c'est pareil. Si vous avez un petit rhume naissant, ou même si vous prenez un traitement qui va petit rhume naissant, tu veux dire? Non, parce que ça, il faut le faire sans modération. Et ben, du coup, il vaut mieux éviter aussi, parce que sinon, vous allez perdre vos repères et vous allez avoir une fausse image du rhum. Donc, non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, malgré tout. Bravo, merci pour ces jolis mots, Laurent. Donc voilà, c'était cet épisode du Singlecast. On se retrouve dans 2 semaines pour ma part, messieurs. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les lâcher comme d'habitude sous les posts, Facebook, Instagram, etc. Et sinon à nous écouter et à partager cette émission sur Spotify, iTunes et YouTube. Voilà. Messieurs, je vous remercie et puis je vous dis à dans 2 semaines. Merci à vous tous. À bientôt. Vous venez d'écouter le Singlecast, l'émission qui parle de rhum sans gueule de bois. Toutes les 2 semaines sur iTunes et Spotify.